invité de l'After à la veille de la diffusion sur France 2 demain soir à 23h d'un complément d'enquête intitulé Pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG. Son réalisateur Fabien Touati est dans l'After. Bonsoir Fabien. Bonsoir, merci de me recevoir. Là, avec plaisir. Bonsoir Fabien. Tout va bien, pas trop fatigué là? Non, ça va un peu éprouvant. On est encore en fin de montage là. On fait les dernières modifs. Parce que nous, on a vu à la rédac une version du doc, mais ça passe encore dessus à 24 heures de la diff. Voilà, donc on assemble toute l'émission avec le plateau de Tristan. Et puis bon, on fait une dernière relecture. Enfin, il y aura d'autres lectures demain pour checker que juridiquement tout est béton. Et voilà, on fait très très attention. Et puis il y a marathon médiatique aussi là. Il y a le marathon médiatique qui commence, mais ça c'est bon signe. Ouais. Et il y a toujours dans ce cas-là un risque de référé, donc c'est possible ça oui, pour toute émission, pour tout documentaire, toute enquête. Oui. Référé, c'est-à-dire qu'on interdit sa diffusion au dernier moment. Voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on pense que les référés sont prêts à être envoyés par les avocats de Nasser, du PSG et du Qatar. Donc on fait très attention à ce qu'on dévoile la veille, parce que ça peut partir dès demain, quoi. Ok. Beaucoup de questions dans le chat, celle qui revient le plus, là j'ai l'œil dessus sur la chaîne YouTube. Pourquoi un complément d'enquête sur Nasser Al-Khelaifi? Complément d'enquête, il s'intéresse à des hommes de pouvoir. Donc c'est souvent dans des milieux d'affaires ou dans le monde politique, très rarement dans le milieu sportif. Et bon, Nasser Al-Khelaifi, depuis 14 ans, il est devenu incontournable dans le foot français, dans le foot européen, dans les milieux d'affaires. Il est très proche d'Arnaud Lagardère, il voit régulièrement Vincent Bolloré, dans les milieux politiques. Aujourd'hui, on peut dire qu'il pèse et qu'il est incontournable. Et le PSG, c'est aussi le président évidemment du PSG, qui est le club le plus riche, le plus puissant et de loin de France, donc c'est forcément intéressant de s'intéresser à lui, surtout que c'est un homme assez mystérieux et qui cultive le secret. On ne sait pas grand-chose finalement de cet homme, à part le storytelling qu'on nous raconte sur le fils de pêcheur, Hamid Lemir, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors justement, sur la bio, et quelque part, même si on en reparle là dans le doc, on connaissait un petit peu l'histoire, malgré tout, enfin pour ceux qui s'intéressent au foot, le poids politique, l'affaire Sarkozy, etc., tout ça, on le savait aussi, même s'il y a 2-3 choses effectivement qui sont assez intéressantes. Après, ce qu'on a découvert, notamment avec cette séquence qui est sortie sur la visio avec les présidents de ligue, et ce qu'on a découvert, Jean-Bière et le reste, c'est une autre facette finalement du personnage, déjà, même du caractère du personnage, qui va à l'encontre par exemple des premières minutes du doc où il vous accueille à Doha, où il est très sympa, etc. Et puis le conflit d'intérêts, évidemment, dont nous on parle beaucoup dans l'after depuis un moment, qui est illustré de manière magnifique le jour même de cette visio du 14 juillet, entre les présidents de club de Ligue 1, Vincent Labrune. Est-ce que finalement c'est pas ça le point le plus fort? On parlera après des autres affaires, mais c'est de montrer finalement l'envers du décor et l'envers du personnage. C'est-à-dire qu'il n'est pas le gentil Nasser, entre guillemets, que l'on voit comme ça dans les vestiaires ou dans les couloirs des vestiaires du PSG. Non, déjà c'est un redoutable homme d'affaires. Aujourd'hui, il l'est devenu. Et cette séquence, ce qu'elle illustre, à mon sens, c'est le rapport de force constant qu'il impose à ses adversaires. Voilà. C'est-à-dire que quand on s'oppose à ses intérêts, à ceux de Bein, à ceux du Qatar, il sort de ses gonds et il vous met la pression, et il peut être intimidant. Là, moi, je le trouve même méprisant vis-à-vis de Joseph Ougourlian. Il lui dit « tu connais rien aux médias ». Vis-à-vis de John Textor. Alors que c'est un patron de médias, il faut le rappeler. Voilà, c'est ça. John Textor, il le traite de cow-boy. C'est quand même, en gros, il le traite de beauf américain, donc c'est quand même vraiment méprisant. Alors que John Textor, on révèle demain matin, on révélera l'intégralité de l'échange entre les deux. John Textor, sur le fond, il défend juste le projet d'une chaîne. Et il dit, si on le fait cette année, on va générer plus de revenus. Il dit dans cet extrait, DAZN, c'est de mon expérience, c'est la pire expérience consommateur dans le monde. Il ne faut pas qu'on aille voir DAZN. Donc en fait, il soulève de vrais problèmes. C'est un débat, c'est censé être un débat ce jour-là, lors de la réunion. Et tous ceux qui osent remettre en question le duo Bein, DAZN sont renvoyés dans les cordes. C'est ça le problème. Assez violemment. La question que tout le monde se pose, qui vous a envoyé la vidéo? Un président de club? C'est quelqu'un qui était présent lors de cette réunion. Voilà, il y avait 41 personnes. Donc, mais je l'ai récépéré assez tôt. Je l'ai récupéré au mois de novembre. Ok, c'est vrai que c'est un moment fort, comme le dit Flo, c'est un moment fort de ce documentaire où la part sombre en fait de Nasser Al-Khelaifi qui est décrite dans ce documentaire apparaît au grand public, enfin au grand jour. Alors, il y avait une critique sur cet extrait, peut-être vous pouvez y répondre. On s'est dit évidemment,
Ça a duré combien? 2h15 2h15. Évidemment, c'est un montage, comme c'est logique. Et certains disent, évidemment, on a appris que c'est ce moment-là où Nasser est virulent. Est-ce que c'est le cas aussi dans le reste de la réunion? C'est complètement le cas. En fait, il y a 3 passages où il intervient. Le passage avec Benjamin Morel au début, qui dure très longtemps. Le pass où là qui est violent d'ailleurs, très violent pour Benjamin Morel. Mais si on laisse l'intégralité de l'échange, c'est encore plus violent. Voilà, mais à un moment, on ne pouvait pas non plus passer 15 minutes sur cet extrait. Mais avec Benjamin Morel, on rappelle que c'était le négociateur pour la Ligue des droits et que dans cet extrait, Nasser l'accuse en gros d'avoir fait tout échouer, d'avoir été incapable de conclure un deal. C'est notoire en ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Globalement ça. Avec Ougourlian, l'extrait aussi il est long, on n'a pas tout montré, mais en fait Ougourlian joue un peu du second degré, se moque pas de Nasser, mais lui dit cher Nasser, je te remercie de te soucier des petits clubs, et il prend très très mal ce trait d'humour. Voilà, bon, c'est et sur Textor, si vous regardez dans l'intégralité, non, les échanges sont quasiment tout le temps violents. Alors il y a peut-être 2-3 fois où il parle, mais c'est très court. Où il est apaisé, mais sinon les 3 fois où il intervient, c'est les 3 fois qu'on montre dans les extraits. Est-ce que c'est compliqué de fabriquer un complément d'enquête sur Nasser Al-Khelaifi? On connaît le format qui voilà, a eu beaucoup de sujets d'importance ces dernières années. Est-ce que c'est plus ou moins compliqué que sur d'autres cibles? Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. J'ai contacté plus de 200 personnes, alors des gens du milieu du foot, du monde des affaires, des anciens flics, des avocats. Il y avait vraiment de tout, et j'ai mis des mois et des mois avant de mettre en boîte ma première interview. Et d'ailleurs, dans le documentaire, il y a très peu de personnes qui parlent à visage, qui montrent leur visage. Ça a été un combat, et d'ailleurs Thierry Morano, qui apporte un témoignage décisif, le premier associé de Nasser et qui a créé Al Jazeera Sport, lui il s'est décidé juste après avoir vu l'extrait où les présidents s'engueulent, parce qu'il a dit je peux pas laisser faire ça, il faut que je sorte du silence. Et Thierry, ça faisait 10 mois que j'essayais de le convaincre de parler. Mais finalement, comme ça quasiment avec tout le monde. Sur Thierry Morano, c'est intéressant plus sur le caractère de Nasser. Après, on reviendra vraiment sur les faits et sur la pression et sur les armées numériques, etc. Mais il y a une idée de caractère ou de culture. On dit à un moment donné dans le doc, vous dites on ne dit pas non à l'émir, d'une part, mais Nasser considère qu'on ne dit pas non à Nasser, en fait, lui, à son niveau. Mais parce que Nasser, c'est l'employé de l'émir. Voilà, il obéit à l'émir, et je pense même qu'il est prisonnier de sa relation avec l'émir. Donc, en gros, il a une telle pression sur ses épaules. Parce que Thierry Morano me dit, le Nasser que j'ai connu, c'est un Nasser rigolo, sympa, chaleureux, à des années-lumière de ce qu'il a vu dans cette réunion. Mais sauf que le poids, c'est la raison d'État qu'il a sur les épaules, en fait, qui le pousse à faire ça. Et aujourd'hui, il a tellement de responsabilités que je pense nerveusement, n'importe qui craquerait. Parce qu'il est aussi ministre au Qatar. Pardon, on précise quand même qu'il a vu l'autre facette de Nasser, puisqu'il a été congédié du jour au lendemain. Voilà. Là où Thierry Morano, c'est très intéressant, c'est qu'il a participé à construire le personnage Nasser comme homme d'affaires. C'est lui qui l'a installé, il l'a initié même aux affaires. Initié aux affaires, parce que c'était un joueur de tennis, Nasser. Il l'a initié aux affaires chez Al Jazeera Sport. Et en même temps, Thierry Morano, ça a été la première victime de Nasser. Et tu as essayé d'avoir des présidents de Ligue 1, de faire témoigner des présidents de Ligue 1. Vu que les échanges avaient filtré, peut-être que certains auraient pu aller à visage découvert, mais ils n'ont pas. Non, dès le début, il n'y en a aucun qui m'a laissé une minuscule porte ouverte pour parler en on. Ça, c'était mort. En off, j'ai eu beaucoup d'infos. Et donc, très vite, même dès le mois de juillet, on m'a dit c'est Nasser qui contrôle complètement la Ligue. Il y a d'ailleurs cette déclaration qui est dans le documentaire. Moi, on me le dit. Moi, je suis beaucoup le foot, mais je n'avais pas mesuré en fait ce pouvoir et cette domination en coulisses. Donc, du coup, vous n'écoutez pas l'after, là. Mais sur ça, d'ailleurs, sur le début de la réunion en visio, et puis plus globalement, sur la Ligue, pareil, j'imagine que vous avez sollicité Vincent Labrune et les autres. Plusieurs fois. Ce qui est le plus frappant dans la façon dont la réunion s'organise, c'est de voir immédiatement ce que nous, on a souvent dit dans l'after, mais qui s'illustre quand même de manière très, très forte dans le doc, c'est l'état de dépendance de Labrune qui, avant même que les débats, l'éventuel négo, on va dire, et débat entre présidents ne s'ouvrent, remercie Nasser El-Khelaifi, qui n'était obligé de rien, dit-il, et qui nous offre sur un plateau 1 million d'euros. Et donc, combien? 100 millions, pardon. 100 millions. Et cette relation-là, en fait, vous n'avez eu personne pour vous la décrypter, entre guillemets, à visage découvert.
Non, mais tu as quand même cette déclat forte qui est donc pas sourcée dans le documentaire, mais il y a quand même un président qui dit le vrai patron de la Ligue, c'est Nasser. Vincent Labrune lui est totalement inféodé, c'est son chamelier. Qui est quand même fort, venant d'un président de Ligue 1 de dire ça. Ce qui est complètement, j'ai envie de dire fou, ou clair en tout cas, c'est que nous qui travaillons dans l'after avec Daniel depuis des années maintenant, ça fait des mois et des mois qui en fait nous dit tout ce que vous dites ou tout ce que dit cette personne. Même si elle le dit. Et puis pour aller dans la continuité, tout ce qui est dans le documentaire, c'est vrai que pour le grand public va découvrir énormément de choses parce que nous on est là-dedans toute la journée. C'est vrai que Daniel a évoqué quasi l'ensemble de ces sujets depuis des mois et des mois. Tout ce que vous dites dans l'after est vrai et moi on me disait la même chose, que c'était lui le patron, mais maintenant il faut le prouver. Et en fait cette archive-là, elle le prouve. C'est là où on franchit une étape. C'est que cette archive-là, elle le prouve. Mais elle le prouve en plus, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont souri, nous y compris, du fait qu'il fasse appel constamment à Jean-Pierre Caillot ou à Vincent Labrune. Ouais. C'est Jean-Pierre River aussi, en l'occurrence. C'était Jean-Pierre. Ouais, c'était Jean-Pierre River parce qu'il menait la réunion, donc on ne sait pas trop qui est le Jean-Pierre. Okay. Mais bon, peu importe. C'était le responsable des présidents. Je pense que c'est Caillot plutôt qu'il appelle souvent. Je pense que bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, le fait que dès que quelqu'un prenne la parole, en gros, pour le contredire ou ce qui le contrarie, tout de suite, en fait, il appelle à la rescousse les gens qui sont censés être la barrière, en fait. Ouais. La barrière du genre, tu vois, il y a la barrière quand tu sors en boîte, et puis il y a ceux qui sont derrière la barrière. Eux, non, mais vous n'avez pas le droit de parler. En fait. Vous êtes derrière. Là, il y a mes gardes du corps, donc c'est un côté, Kevin. Mais surtout, en plus, quel côté de la barrière? Plutôt du bon côté, mais ce qui est frappant quand même, c'est que par exemple ce que dit Joseph Ougourlian, c'est plein de bon sens. C'est le seul pendant toute la réunion qui dit on ne peut pas proposer un abonnement à 40 € aux gens, c'est pas possible. C'est le premier avoir l'ensemble de la Ligue 1. Voilà. C'est le premier qui dit on pourrait avoir tous les matchs sur la même chaîne. C'est ce qui était prévu à la base. Et puis il dit aussi tout simplement qu'à un moment il a une réflexion sur Bein qui peut s'entendre. Même si Bein fait aussi, je pense qu'on ne peut pas dire que Bein n'a pas aidé le football français, ça c'est clair, mais il fait une réflexion qui peut être entendue dans une réunion entre présidents où on échange sur le bien fondé de telle ou telle prise de décision. Mais en fait, dès que Nasser entend, c'est épidermique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec Bein? Alors que non, en fait, là, t'es pas... Juste dans un instant. Non, mais juste sur ça, comment on va se tutoyer dans l'affaire, comment tu expliques que Ougourlian, par exemple, puisqu'il a visage découvert comme étant quelqu'un qui a des choses à dire à Nasser, n'est pas témoigné dans le doc? Je lui ai demandé, mais il me disait, j'ai pas envie de me mettre à dos le PSG. Ils savent aussi qu'intervenir dans un complément d'enquête, c'est pas neutre. Voilà, c'est pas une émission, c'est pas une émission disons foot. Que c'est un peu à charge quand même. C'est pas que c'est à charge, mais on va titiller quand même. Voilà, on va chercher les dysfonctionnements et il veut pas. Je pense qu'il voulait pas se mouiller là-dedans. Voilà. On va parler aussi de la fameuse armée numérique dont on a souvent parlé dans l'after et depuis un moment. C'est aussi au cœur du sujet demain. Et là-dessus aussi, tu as des preuves vraiment saisissantes dans le documentaire. Il est aussi question de séquestration. On en a parlé également avec l'affaire du majordome. Exactement, le majordome. C'est Fabien Toiti, le réalisateur du complément d'enquête consacré au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi qui est l'invité de l'after, avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau. On continue la discussion tout de suite sur RMC. Bon, déjà, est-ce que tu as subi des pressions, toi? Parce qu'il en est question tout le long de ce documentaire. Est-ce que toi et tes équipes, vous avez subi des pressions pour réaliser ce doc? Non, moi, j'ai pas subi de pression. Je sais que les personnes que je contactais m'avouaient en subir, mais moi, j'en ai pas subi. Non. Il n'y a pas d'interview de Nasser Al-Khelaifi? Il y a des images de lui. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Tu as été là-bas, tu as été à Doha, tu l'as rencontré. Il était d'ailleurs, on le voit sur l'image. C'était pour le Trophée des Champions. Et à la base, on m'avait dit ça sert à rien que tu viennes parce que tu pourras pas le voir. Il est surchargé là-bas. C'est un homme d'État. Il a 10 000 rendez-vous. Mais bon, on y est quand même allé. Mon producteur a dit tu y vas. Et là-bas, David Sugden, donc, qui est un avocat britannique, qui est le communicant de Nasser Al-Khelaifi, on a beaucoup échangé. Et lui, qui est plutôt ouvert quand même pour donner quelque chose, il m'a dit viens dimanche matin,
Il y a un tournoi de paddle, il adore ça. D'ailleurs, il m'a répété 15 fois, prends ton short, prends tes baskets et tu vas jouer au paddle avec Anelka et Makelele. Bon, c'était là, bon. T'as pas joué? Tu l'as pas fait? Non, c'est mieux qu'au foot avec Makelele. J'imaginais bien la photo du journaliste de complément d'enquête en train de jouer au paddle voilà, avec la team du PSG. Voilà. Ça aurait été cadeau pour moi. Heureusement que c'est pas Jimmy qui a fait le doc, parce que alors lui, t'aurais eu sur l'affiche, il aurait d'ailleurs, quand j'arrive dans la séquence, il me dit je suis déçu, tu n'as pas mis ton short. Il te pose la question. La veille au soir, il avait insisté pour que je le rejoigne, jouer au paddle. Ça a été le grand truc, ça, le paddle, pendant toute mon enquête. Ça fait un lien entre l'enquête sur Hanouna et l'enquête sur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu plusieurs fois des accès à Nasser. Une fois, j'étais à l'ECA aussi, c'était en octobre, donc c'était au tout début de l'enquête. Et à chaque fois, si vous voulez, il crée les conditions d'une rencontre, mais assez éphémère, où Nasser est entouré de plein de gens. Et donc, c'est des rencontres où forcément les échanges sont assez brefs et vous ne pouvez pas rentrer dans le fond. Voilà, c'est une tactique aussi. Hein. Et parce que Nasser, partout où il se déplace, il a toujours une assistante, son DIRCOM, une personne qui gère le protocole, des gardes du corps, parfois des personnalités aussi qui l'entourent. Et donc, vous vous retrouvez dans une pièce, il est là, et puis il y a 8 personnes autour. Et bon, c'est compliqué de vraiment... Mais là, à ce moment-là, il vous fait une promesse d'une interview posée, on va dire. Oui. Il ne tiendra pas. Ouais. Il y croyait vraiment, enfin, il pensait vraiment que je l'affaire. Non, c'était du vent. Oui, c'était du vent. Voilà, ça je le savais, hein, mais il ne communique, enfin voilà, il s'exprime quasiment jamais, Nasser, sauf pour parler du sportif en zone mixte, ou au mois de juin, il donne une interview à l'équipe, aux Parisiens, pour dire voilà la stratégie du club l'année prochaine, c'est tout. Parmi les moments forts du doc, tu as remonté l'un des comptes Twitter. Je le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé dans l'after d'armée numérique. Ça a débuté au moment, vous vous souvenez de la gifle de Neymar à un supporter rennais en finale de la Coupe de France 2019. Il en a été question aussi concernant Adrien Rabiot, concernant Kylian Mbappé. Et donc, tu as remonté un compte Twitter qui a dénigré le supporter, des joueurs. Alors déjà, comment t'es remonté jusque-là et qu'est-ce que tu en as conclu ? En fait, c'est en passant tout un tas de coups de fil. Je suis entré en contact avec des gens de cette agence. Donc, c'était des Français. C'est le directeur de l'agence de l'époque qui vit en France, que j'ai eu au téléphone et qui, après des mois de travail, lui, m'a mis en contact avec certains de ses anciens collègues, des Tunisiens qui vivent à Tunis. Et moi, j'allais là-bas à Tunis à la base pour interviewer Adel Aref, l'ancien chef de cabinet de Nasser El Khelaifi, l'architecte un peu du carré VIP version People. Et je vais là-bas et je lui dis, écoute, je suis là-bas, est-ce que je peux rencontrer un de tes gars ou quoi, qui étaient évidemment ultra méfiants tous. Déjà parce que certains ont des affaires judiciaires là-bas, parce qu'ils sont accusés d'ingérence par le gouvernement tunisien dans l'élection présidentielle tunisienne en 2019. Donc ils sont extrêmement méfiants et ils ont peur que la justice française mette le nez là-dedans. Voilà, donc déjà pour les rencontrer, ça a été des mois et des mois de négo. Et là-bas, donc, en gros, là-bas, je remonte un peu le compte Panam Squad et je rencontre une personne qu'on appellera Omar et qui, lui, était la petite main derrière Panam Squad et qui recevait, c'est ça ce qu'on révèle, c'est qu'il recevait les ordres en direct de Jean-Martial Ribes. Voilà, l'ancien directeur de la com du Paris Saint-Germain. Qui est d'ailleurs, je précise, mise en examen pour corruption, trafic d'influence et harcèlement moral en ligne. L'instruction est en cours, donc jusqu'à... Ils sont présumés innocents, voilà, mais bien sûr. Du contraire. Mais en tout cas, ils nous ont confirmé plusieurs rendez-vous à la Factory. De temps en temps, ils étaient accrédités sur la pelouse du parc. Donc voilà, il y a les échanges. Donc ils te disent clairement qu'ils ont reçu des ordres du Paris Saint-Germain pour nuire en ligne et pour harceler en ligne pour mettre des coups de pression aux joueurs, des joueurs, notamment au moment des renouvellements de contrats. Voilà, à des joueurs, à des journalistes, les diabares, ont subi, à tous les supposés ennemis du club. Et on parle d'une 60aine de personnes qui sont dans des bureaux en fait et qui bossent. Et d'ailleurs, il est mentionné que voilà, le salaire, on parle de 200-300 euros par mois qui est le salaire moyen là-bas en Tunisie. Tu as vraiment des gens qui sont là pour tweeter et harceler tel ou tel joueur ou tel journaliste qui s'opposerait à la politique du PSG. Fabien Toiti, le réalisateur du complément d'enquête concernant Nasser El Khelaifi, est en direct dans l'after avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau. Je voudrais qu'on arrive maintenant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais au moment fort de ce doc. C'est peut-être le truc le plus fou. Il y a séquestration, chantage, maître chanteur. Tu as eu une interview forte, c'est l'ancien majordome de Nasser El Khelaifi.
et qui t'explique comment, petit à petit, on a voulu le faire taire parce qu'il a récupéré un portable compromettant. Voilà, il a récupéré des données confidentielles. Alors bon, il y a plusieurs versions qui s'opposent sur comment il les a récupérées, ce qu'elles contenaient, sur une caméra qui a été installée dans la chambre à coucher de Nasser. Le fait est qu'il se retrouve en possession de ces éléments-là. Il semblerait que ces éléments soient explosifs. Ça concernerait aussi bien la corruption pour la Coupe du Monde que des vidéos intimes. Et ces éléments-là, contenus dans des clés USB, des images, de l'écrit, que des vidéos. Des vidéos. Il y a une caméra qui a été installée au domicile de Nasser El-Khelaifi. Où le majordome vivait. Qui avait installé cette caméra ? Voilà, les versions un peu s'opposent, mais surtout à la demande de qui, bon, chacun se renvoie un peu la balle. Moi, mon opinion, je vois mal Nasser El-Khelaifi installer une caméra dans sa chambre pour se filmer. Et là où l'histoire va très loin, donc c'est ce majordome qui a ce portable, on le donne ou donne à un lobbyiste, voilà, qui s'appelle Tayeb Ben Abderrahmane. On en a aussi beaucoup parlé, oui. parce que lui, il aurait voulu faire chanter Nasser Al-Khelaifi. Selon les services secrets qataris, qui n'en apportent pas la preuve, mais selon les services secrets qataris, il aurait tenté de monnayer le contenu de ce téléphone aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Sachant qu'à l'époque, c'est l'époque du blocus. Sur fond de rivalité diplomatique entre les deux pays. Énorme rivalité diplomatique à l'époque entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et sachant le contenu explosif qui visiblement pouvait faire tomber le régime, il aurait tenté de les monnayer auprès de cet État, de cette puissance étrangère. Sauf qu'à ce moment-là, à cette époque-là, Tayeb Ben Abderrahmane vit au Qatar. Et aussi fou que cela puisse paraître, si jamais il propose ce contenu-là à un État ennemi, il rentre au Qatar, et quand il rentre au Qatar, il est mis en prison. Voilà, il est emprisonné. Il est emprisonné, donc on est le 13 janvier 2020, et à ce moment-là, Hicham reçoit, donc l'ancien majordome, reçoit des messages vocaux de Nasser El-Khelaifi qui lui demande absolument de se rendre à Doha. Donc il change les serrures des appartements, il s'arrange à tout prix pour que son majordome aille à Doha. Et selon le majordome, il n'y a aucun doute là-dessus, Nasser lui demande d'aller là-bas pour qu'il subisse le même sort que Tayeb Ben Abderrahmane, c'est-à-dire aller en prison. Et ce qui est dingue, c'est que pour sortir de prison, pour être libéré, puisque Tayeb Ben Abderrahmane a été emprisonné, il y a eu écriture entre avocats. D'un drôle de protocole. Faut que tu racontes, parce que c'est un document qui a été signé dont la véracité doit être étudiée par la justice. Il est contesté par la justice civile, donc on aura la réponse fin avril. Donc ça va être crucial quand même, cette réponse de la justice française. Parce que, mais en gros, le document, je précise, on lui a dit, si tu veux sortir de prison, tu signes un document dans lequel tu dis que tu nous rends tout, que tu gardes aucune copie, et que surtout tu fermes ta bouche. Voilà, c'est ça. Mais comme un interrogatoire. Et sinon tu as 5 millions à payer. Voilà, c'est ça. Mais ça a été fait comme un vrai interrogatoire de la police. Sauf que ça s'est fait chez des avocats. Et d'ailleurs, tu as eu un de ces avocats dans le complément d'enquête. L'avocat de Nasser El-Khelaifi, Renaud Semerjian, qui répond sans répondre. En fait, dès le début de l'interview, il me dit objectivement, je ne répondrai pas à vos questions. Voilà, donc ça commence bien. Donc on a passé une demi-heure d'interview en fait, moi à lui poser des questions et lui à ne pas répondre. Alors il est très fort pour ça. C'est un grand avocat. Mais je le sentais très mal à l'aise. Et d'ailleurs, 3 ou 4 fois, il a annulé notre rendez-vous, notre interview, la veille. Ça m'est jamais à ce point. Et le jour où on fait l'interview, une demi-heure avant, il me dit « Vous allez me tuer, est-ce qu'on peut décaler ?» Je lui ai fait « Non. C'est pas possible. Je suis en bas de votre cabinet. Je suis derrière la porte. Mais voilà pour vous dire à quel point c'était compliqué. Même des avocats comme ça, qui sont des ténors du barreau, normalement, ils ne devraient pas avoir peur de parler. Et d'ailleurs, même, je ne sais pas s'il a bien fait, alors chacun jugera demain soir de la donner, mais c'est vrai qu'il n'est pas hyper convaincant. Non, on le sent mal à l'aise. Ce qui est intéressant aussi dans le documentaire, c'est qu'évidemment, Fabien propose un droit de réponse à Nasser El-Khelaifi via David Sugden, dont il parlait il y a quelques minutes, qui est la personne qui communique pour lui.
Et les réponses à chaque fois de David Sugden, c'est de dire ces deux personnages-là dont tu parlais, le majordome et Taïeb El Abderrahmane, sont mis en examen, donc leur parole ne vaut rien. Et ce qui est précisé quand même, ce qui est important de préciser, ce qui est précisé dans le documentaire, c'est que Nasser Al-Khelaifi, sur d'autres dossiers, est également mis en examen. Oui. Donc à partir du moment où tu veux décrédibiliser une parole avec cet unique argument-là, c'est un peu court. Après, c'est une technique assez classique de décrédibiliser le messager pour ne pas parler du message. Moi, Nasser, David Sugden, je lui avais dit, après la vidéo qui a été diffusée là, sur la réunion entre présidents, je lui ai dit, là, il faut qu'il réponde parce qu'il y a John Textor communique à tout va, et en plus, il est pertinent dans ce qu'il dit, John Textor, et en fait, la réponse, c'était, mais en gros, c'est un bouffon, quoi. En gros, c'était, il décrédibilisait John Textor, et je disais, mais sur le fond, qu'est-ce qu'il répond? Parce qu'il faut vraiment répondre sur le fond. Mais en fait, c'était toujours décrédibiliser le messager pour ne pas répondre au message. Alors, je précise que Nasser Al-Khelaifi était mis en examen le 5 février pour complicité d'achat de vote et complicité d'abus de pouvoir. Alors, c'est assez rappelé aussi pour l'instant, évidemment, toujours présumé innocent, comme tout un chacun. Et il voudrait prendre la tête de la FIFA. Alors moi, c'est beaucoup de ses proches, actuels, anciens, et des proches des milieux qataris, qui me l'ont dit plusieurs fois. Donc ça a fait un peu tilt, pas qu'on me le dit une fois, ok, mais quand on me le dit vraiment plusieurs fois. Et quand vous voyez son ascension, quand vous voyez le poids qu'il a en Europe, moi, quand j'ai fait la réunion à l'ECA, j'ai un peu halluciné de voir l'aura de cet homme auprès des autres dirigeants. C'est-à-dire que c'était vraiment lui, la star. Les photographes étaient autour de lui, il était entouré, il était attendu. Quand il arrive, il est à côté de Séphérine, le président de l'UEFA. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, vraiment il pèse. Il a pris le relais des Rummenigge, des Agnelli en Europe, dans les instances, il pèse. Complément d'enquête, pouvoir, scandale et gros sous les hors-jeux du PSG, c'est demain soir à 23h sur France 2. Et à l'issue de ce doc, dans le fauteuil, le fameux fauteuil rouge, pas celui de Drucker, mais le tien, celui de complément d'enquête. Non, parce que c'est un canapé. Véronique Rabiot. Michel Drucker, c'est un canapé. Oui, c'est vrai, pardon. Le fauteuil, c'est autre chose. Ok, monsieur But, monsieur Meuble. Oui, Véronique Rabiot donc, a accepté de répondre. Oui, alors j'ai lu en plus un peu sur les réseaux qu'on nous traitait un peu d'opportunistes parce qu'on aurait réagi à la suite des banderoles au Parc des Princes. Véronique Rabiot, je l'ai contactée bien avant ce match au Parc des Princes parce qu'on avait des révélations sur l'armée numérique la concernant. Et comme pour toute personne citée dans le documentaire, on demande un droit de réponse, le contradictoire, et surtout on lui dit on a des éléments qui prouveraient que le club a mené une campagne hostile de dénigrement envers vous et votre fils. Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous voulez parler? Oui, c'est vrai qu'on s'attend quand même, effectivement, en ayant Véronique Rabiot, on sait en gros ce qu'elle va dire. Je vais dire par là que l'admiratrice numéro 1 Nasser Al-Khelaifi. S'il y avait Sudjen qui était en face, ou ça aurait pu, il pourrait y avoir débat. Mais bon, c'est pas le cas, ils veulent pas parler a priori. Après aussi, Sugden, c'est un communicant. Et faut aussi imaginer qu'on est aussi une émission grand public sur France 2. Bien sûr. Je pense que David Sugden aussi, c'est très fou. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Véronique Rabiot, elle est tout à fait légitime et c'est intéressant, mais c'est vrai que dans les critiques qu'il y a, c'est que le documentaire apporte déjà beaucoup d'infos, et c'est vrai qu'elle, on se doute à peu près, vu ce qu'elle a dit encore récemment, de la direction où vont prendre ses propos. D'enquête, c'était un peu la même chose avec celui sur Hanouna et Bouba à la fin, je crois. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il faut préciser quand même que le doc n'est pas totalement à charge. Tu apprends aussi, tout ce qu'a pu mettre en place Nasser, notamment l'épisode sur le carré, ce qu'il en a fait, le carré vide du Parc des Princes, cet élément d'influence. Il y a aussi des chiffres qui sont donnés et qui sont assez saisissants. Sur la valorisation du PSG. Sur la valorisation du PSG. Le PSG qui a été acheté en 2011 70 millions d'euros. Le Qatar a certes investi 1,5 milliard, ce qui est dit dans le document. Aujourd'hui, il en vaut 4,5 milliards. Alors, c'est la valorisation, même s'il y a débat sur le montant, mais de fait, et ce qui est dit ou ce qui a déjà été dit par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a oui, voilà. Ils en ont fait une marque mondiale, ça c'est sûr. C'est ça, c'est l'histoire de la marque mondiale, c'est l'histoire des produits dérivés et même du rang auquel se situe le PSG en termes de vente et de produits dérivés, etc. C'est vrai que ça, c'est un travail effectivement qui a été dingue. Et le carré VIP, ça c'est intéressant aussi de voir comment on sort totalement du monde du foot et qu'on essaie de devenir mondiaux. Il y a une dizaine d'années, ça ressemblait pas du tout à ça, quoi. Et même la Corbeille, ça s'appelait la Corbeille. C'était des people, mais uniquement des fans du PSG. Or, aujourd'hui, maintenant, c'est ouvert à des people du monde entier et des stars qui, a priori, n'en ont rien à faire du PSG, mais en revanche, elles aiment se montrer désormais au parc, parce que c'est vrai qu'ils ont créé les conditions d'accueil parfaites pour des stars. Alors, est-ce que Beyoncé ira à Massy Palaiso?
Non, mais tu rigoles, mais c'est un vrai sujet. Quand tu vois ça, tu te dis, est-ce que tu vas pouvoir transposer ça ailleurs qu'au Parc des Princes, dans Paris, dans le 16e? Je pense que Patrick Bruel ira, parce qu'il est toujours sur toutes les photos et toutes les vidéos.